Quand je suis arrivée au secrétariat d'État à l'aide aux victimes, il n'existait pas grand-chose en fait pour aider les victimes. Et le peu qui existait souffrait d'une certaine lourdeur. En clair, les victimes des attentats de novembre, par exemple, s'étaient heurtées pour la réalisation de leurs démarches administratives, pour l'accès aux soins, pour l'accès à la justice. Elles avaient eu à subir une espèce de lourdeur administrative. Elles étaient obligées d'aller frapper à la porte de chaque administration et de recommencer à chaque fois les mêmes démarches. Bref, c'était lourd, c'était pénible. Et donc, mon premier objectif, ça a été de dire on va simplifier tout ça. On va faire en sorte que vous, victimes d'un attentat, c'est déjà dur, c'est déjà pénible, vous n'ayez qu'une seule porte à laquelle vous allez aller frapper. Cette porte, c'est le service public de l'aide aux victimes. Vous frappez qu'une seule fois, on s'occupe de vous et vous n'avez plus rien à faire. C'était ça l'objectif, simplifier. Simplifier, ça veut donc dire humaniser. Et donc c'est vous prendre en compte, vous reconnaître, vous respecter. Et donc simplifier d'abord, premier objectif. Deuxième objectif, humaniser. Et troisième objectif, vous aider à vous reconstruire. C'est-à-dire vous donner les moyens de retrouver le goût de vivre, si c'est possible, ou au moins une vie normale. Alors, comme on partait de pas grand-chose, il a d'abord fallu concevoir la politique d'aide aux victimes. Donc, c'est un petit travail de réflexion et je vous en parle parce que la première série de mesures que j'ai prises consistait à créer des outils pour agir. Des outils pour agir quand on est ministre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est par exemple des instances. Et la première instance que j'ai créée, c'était une instance qui a permis de travailler avec toutes les associations d'aide aux victimes, qui n'avaient pas beaucoup l'habitude de travailler ensemble, d'abord, et deuxièmement, qui n'avaient pas non plus l'habitude de travailler avec des ministres. Donc j'ai créé une instance qui s'appelait, car elle n'existe plus, Construisons ensemble. J'ai fait venir toutes les associations, nous nous sommes vus tous les 2 mois. J'ai commencé par leur dire de quoi avez-vous besoin. Je leur ai fait ensuite des propositions et nous avons échangé et nous avons, tout au long de ces 15 mois où j'ai été ministre, interagi. Elles m'ont critiqué, elles avaient raison parfois elles avaient tort. Je les ai convaincues et nous avons cheminé ensemble. Et c'est donc la première mesure de type organisationnel que j'ai prise. Il y en a plein d'autres, mais toujours dans la veine des outils pour agir. J'ai créé le comité interministériel de suivi des victimes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un lieu où tous les ministères compétents en matière de victimes étaient réunis. Donc, la justice, l'intérieur, l'économie et les finances, la santé, les affaires étrangères, puis j'ai rajouté le logement, le secrétariat d'État au handicap, l'éducation nationale. Bref, s'occuper des victimes, c'est mobiliser tous ces services-là. Et donc, c'est un lieu où je coordonnais, j'impulsais et je donnais aussi des instructions à tous les services qui étaient placés sous mon autorité. Donc voilà pour la deuxième mesure de type organisationnel. Et puis, je vais aller vite. Nous avons donc, grâce à ces outils, créé un site internet unique. C'est important parce que c'est un endroit où vous faites vos démarches. Et 2 dernières mesures importantes, créer, et ça je l'ai fait, ça a été une mesure très très importante, dans chaque département de France existe aujourd'hui un comité local d'aide aux victimes, c'est-à-dire que c'est le préfet qui, pour toutes les victimes de toutes sortes de drames, est responsable du suivi de la victime. Donc c'est un guichet unique dans chaque département où le préfet doit coordonner la santé, la justice, les affaires étrangères, etc., pour faire en sorte que la vie soit plus simple pour les victimes. Et ça, c'était une mesure importante. Et puis, dernière mesure, j'ai organisé une conférence internationale de l'aide aux victimes, la CIVIC, que j'ai organisée le 9 janvier, qui était la date anniversaire des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher de Vincennes. Cette CIVIC a réuni 30 pays, 10 ministres,
C'est le premier exemple d'une conférence internationale qui s'intéresse à l'aide aux victimes. C'est un lieu où tous les pays se disent on doit s'occuper des victimes, on doit le faire de façon internationale européenne. Cette conférence a débouché 3 mois plus tard sur la première feuille de route de l'aide aux victimes, signée à 10 pays, où nous avons pris des engagements avec l'Italie, avec l'Espagne, avec les Pays-Bas, avec le Luxembourg, la Belgique. Nous avons pris des engagements pour dire on doit informer mieux les victimes, mieux défendre leurs droits, mieux les indemniser, s'occuper des enfants victimes, parce que ça n'y figurait pas, et poursuivre. Nous étions 10 à l'époque, il faut maintenant qu'il y ait plus de pays qui viennent. Je sais que l'Angleterre et l'Allemagne sont particulièrement intéressées par cette démarche, parce qu'elles-mêmes ne disposent pas de services publics de l'aide aux victimes. Et les derniers événements de Londres et de Manchester montrent que la Grande-Bretagne a clairement besoin de faire partie d'une démarche européenne pour mieux aider les victimes de terrorisme. Bien sûr, en 15 mois, j'ai évidemment pas eu le temps de tout faire, il y a encore énormément de choses à faire. Et je souhaite que l'actuel ministre chargé des victimes, le garde des Sceaux, François Bayrou, poursuive beaucoup de choses. Mais je ne vais vous citer que trois exemples qui sont à mes yeux essentiels. D'abord, les victimes, ce n'est pas que les victimes d'attentats terroristes ou d'infractions pénales, c'est aussi les victimes de catastrophes naturelles, d'inondations. Donc, il faut que l'État continue de se sentir responsable de tous ceux qui ont été frappés par un drame. C'est ce qui fait aussi l'essence de notre vie ensemble. Nous sommes citoyens d'un même État parce que l'État est là pour protéger ceux qui sont victimes de drames. Donc ça signifie qu'il faut continuer à investir, à mettre des moyens dans l'aide aux victimes. Et il faut continuer pour l'État à s'occuper de chacun individuellement. Donc c'est le premier objectif, il faut que ça reste une priorité politique, au-delà de la question stricto sensu du procès. Parce que, encore une fois, il y a des victimes de drames et elles doivent être aidées par l'État. Donc, premier objectif, que ça reste une priorité, qu'on y mette les moyens et qu'on s'occupe des gens, qu'on s'occupe de ceux qui ont été frappés par un drame. Deuxième mesure un peu plus précise, il y a les victimes d'accidents sanitaires et ça restera à mes yeux un sujet qui n'a été qu'ébauché dans ces 15 mois où j'étais secrétaire d'État à l'aide aux victimes, faute de temps, faute de moyens. Je pense en particulier aux victimes de la dépakine. Je pense en particulier à toutes les victimes de médicaments qui s'est révélé défectueux des années après, de pratiques médicales dont on sait qu'elles ont pu être fautives. Bref, il faut que les victimes d'accidents sanitaires soient mieux défendues. Et l'État doit intervenir. Au secrétariat général à l'aide aux victimes, qui est le service permanent que j'ai créé, il y a quelqu'un du ministère de la Santé. Et l'État doit aider. Aujourd'hui, il peut y avoir des classes actions, des actions de groupe pour les victimes d'accidents sanitaires. Eh bien, l'État doit aider. Le secrétariat général à l'aide aux victimes doit être moteur dans la protection des droits des victimes d'accidents sanitaires. Sur le scandale de la dépakine, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont été victimes. Donc, il faut pouvoir offrir une assistance qui n'est pas que juridique. Ça doit aussi être une assistance psychologique, une assistance administrative, bref, une reconnaissance des droits des personnes qui ont été victimes et qui n'ont pas forcément encore eu la possibilité d'être partie à un procès. Et tout ça fait partie d'un ensemble qui, à mes yeux, est essentiel. Et puis, troisième piste, il faut continuer la coopération internationale. Hein, il n'y a que 10 pays qui ont signé la feuille de route pour l'aide aux victimes, mais c'est un sujet qui intéresse le monde entier. J'étais aux États-Unis quand j'étais ministre, j'étais au Canada, j'étais en Israël. Il y a une vraie volonté des pays victimes de terrorisme, mais pas que de terrorisme, hein, des pays qui sont aussi victimes de catastrophes naturelles, de dire allez, on travaille ensemble et on fait de la coopération internationale pour aider les victimes. Et c'est un très beau message de fraternité internationale. La coopération doit se renforcer en termes d'aide aux victimes sur le plan européen. J'aimerais bien que dans les mois qui viennent, la Grande-Bretagne et l'Allemagne signent cette feuille de route de l'aide aux victimes que j'avais lancée. Je sais qu'elles y sont très intéressées. J'étais moi-même allée en Allemagne, j'ai rencontré 3 ministres qui étaient chacun chargés des victimes
Mais en Allemagne, c'est pas comme en France, il n'y avait pas de coordination interministérielle, puisqu'il n'y avait pas de ministre des victimes. Et je sais qu'ils sont très intéressés à l'idée de signer cette feuille de route. Pourquoi c'est important que ces pays signent? Parce que ça veut dire qu'on va débloquer des moyens européens. Ça veut dire qu'on va réfléchir à une indemnisation plus simple. J'avais lancé aussi l'idée d'un portail Internet unique pour les victimes. C'est-à-dire que chaque personne, vous êtes par exemple, vous êtes espagnol, vous êtes victime d'un attentat en Angleterre. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous allez sur le site Internet des victimes européennes, et vous avez immédiatement accès à un bon numéro de téléphone, à la bonne information et aux bonnes démarches à effectuer vite. Donc c'est d'abord un enjeu de simplification dans l'accès à vos droits. Et deuxièmement, c'est ensuite un enjeu financier. Parce que si les pays se mettent d'accord entre eux, l'indemnisation est plus simple, plus fluide. Il n'y a pas de risque de personnes qui seraient oubliées ou qui seraient prises dans une complexité telle qu'elles renonceraient à se faire indemniser. Donc ce sont des exemples concrets. Puis troisième exemple concret, les enfants victimes d'événements graves, qui sont par exemple des enfants de couples binationaux, qui sont soumis à un droit complexe, ces enfants-là doivent être pris en charge en priorité, et donc le statut des enfants victimes doit faire partie de cette feuille de route européenne. Et puis, deuxième volet sur la coopération, cette fois internationale, il faut que cette feuille de route européenne s'élargisse à d'autres pays. Par exemple, l'UNESCO soutenait ma démarche. Donc tous les pays de l'UNESCO, par exemple, pourraient venir adhérer. Ça pourrait être un engagement mondial de dire, quand un individu est victime d'un drame, la puissance publique, quel que soit le pays concerné, se met en mouvement, aide, et il y a une coopération qui permet de faciliter la reconstruction. Je crois que les victimes d'atteintes graves à la personne souffrent, comme les victimes de terrorisme, d'une difficulté d'accès à l'information. Et s'il pouvait y avoir, comme je l'ai fait pour les victimes de terrorisme, par exemple, un guichet unique, mis en œuvre simplement, qui dirait, mettons, vous êtes victime d'un viol, vous êtes immédiatement pris en charge par une personne qui s'occupe de vous, qui s'occupe à la fois de vos droits, de votre accompagnement psychologique, qui vous aide tout au long de la procédure judiciaire, si procédure judiciaire il y a, qui vous aide dans votre reconstruction ultérieure. Ce serait une mesure, je crois, de protection essentielle. Ce qu'on fait pour les victimes de terrorisme, on doit pouvoir le faire pour toutes les victimes d'infractions, d'autres infractions pénales graves. Donc, un guichet unique pour les victimes d'infractions pénales, ce serait, à mon sens, essentiel. L'enjeu pour les victimes d'infractions pénales, c'est de pouvoir être accompagnées, même si, par exemple, les faits sont prescrits. Je pense aux mineurs, victimes de viol ou de violence, par exemple. On a eu des exemples récents. Elles doivent pouvoir être aidées en dehors du cadre du procès. Et ce que nous faisons pour les victimes de terrorisme, dont les procès sont longs, complexes et pour lesquels la culpabilité est parfois difficile à établir, on doit pouvoir le faire aussi pour des victimes d'infractions pénales dont les faits sont prescrits. Autrement dit, aider une victime d'un événement grave, dès lors qu'on est évidemment dans le champ pénal, l'aider indépendamment du procès. Donc mobiliser les psychologues compétents, les aides sociales qu'il faut, ou tout type d'aide, parce que c'est le travail et le devoir de l'État. Quand j'ai été nommée secrétaire d'État à l'aide aux victimes, je n'avais pas d'administration dédiée. Autrement dit, j'avais des directions d'autres ministères et que je partageais avec d'autres ministères. Donc pas d'équipe de service permanent exclusivement dédiée au secrétariat d'État à l'aide aux victimes. Cette administration que j'ai donc créée me permettait de disposer de personnel compétent et exclusivement tourné vers l'aide aux victimes. Ce qui est essentiel parce qu'il faut faire un travail de coordination entre les ministères. L'objectif du secrétariat général à l'aide aux victimes, c'était justement de continuer à faire travailler ensemble la justice, l'intérieur, les affaires étrangères, la santé, le ministère de l'économie et des finances, le logement, les éventuelles associations. Et il faut du monde pour le faire. Donc,
c'était moins un objectif comparable à celui du défenseur des droits, qui est dans un rôle de médiation, mais plus un rôle de coordination des acteurs de l'aide aux victimes. Et l'une des missions principales du secrétariat général à l'aide aux victimes, c'est d'être l'instance centrale de pilotage des comités locaux d'aide aux victimes que j'ai créés dans chaque département. C'est-à-dire que chaque préfet s'occupe des victimes dans son département, mais il faut bien une administration centrale qui coordonne. C'est l'objectif et c'est la mission du secrétariat général à l'aide aux victimes. En réalité, du point de vue des droits des victimes et des associations de victimes, il fallait une incarnation politique. Donc, il fallait un ministère dédié à l'époque, et je maintiens qu'il en faut toujours un. Mais pour vous faire une confidence, quand on m'a proposé moi-même d'être secrétaire d'État à l'aide aux victimes, il y a 1 an et demi, j'ai eu au début une réaction consistant à dire, au fond, est-ce qu'un délégué interministériel ne ferait pas l'affaire ? Et à l'époque, dans l'échange que j'avais eu avec le précédent président de la République, et à l'époque c'était Manuel Valls, le Premier ministre, il m'avait indiqué non, il faut une incarnation politique. Et ils avaient raison. Et je me suis immédiatement rendu compte, dès ma nomination, de l'importance d'une incarnation politique pour la défense des victimes. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes un secrétaire d'État rattaché au Premier ministre, vous devez être capable de faire travailler ensemble les autres ministres. Et donc, il faut aussi lever les résistances de chaque ministère, qui sont des résistances institutionnelles. Donc, il faut pouvoir à la fois incarner les victimes et faire travailler ensemble plusieurs ministères. Seule une autorité politique peut le faire. Les combats que j'ai pu gagner, par exemple en matière de santé, où j'ai obtenu le remboursement de l'intégralité des dépenses de santé pour les victimes de terrorisme. C'est un combat que je n'ai pu mener que parce que j'avais l'autorité politique pour le faire. Le combat que j'ai mené en obtenant la création d'une administration dédiée, ce secrétariat général à l'aide aux victimes, je n'ai pu le gagner que parce que j'avais aussi l'autorité politique pour le faire, et c'est pour ça qu'il faut un ministre des victimes. Alors, le secrétariat général à l'aide aux victimes qui existe maintenant, je l'ai créé justement parce que d'abord, je voulais que tout ce que nous avions fait soit gravé dans le marbre, que ça ne disparaisse pas d'un coup de baguette magique à la faveur d'un changement de majorité politique. Mais il n'en reste pas moins que cette administration-là, le secrétariat général à l'aide aux victimes, a besoin d'un ministre dédié. Et même si actuellement il est sous l'autorité du ministre de la Justice, qui aura à cœur, j'en suis certaine, de défendre les droits des victimes, je maintiens qu'il vaudrait mieux qu'il s'agisse d'un secrétariat d'État ou d'un ministre délégué rattaché au Premier ministre pour mieux défendre les droits des victimes. Et je précise tout de suite que je ne suis pas candidate à ce poste. Comme ça, les choses sont claires. D'abord, j'ai le sentiment, au terme de ces 15 mois de ministre, que les victimes ne sont pas assez entendues. D'abord pour des raisons de délai. On sait que la justice est lente, et pour elle, c'est une souffrance. Combien de victimes ai-je reçues à mon cabinet m'indiquant « mais nous n'avons pas d'informations, mais c'est lent, mais que fait la justice, et pourquoi on ne nous dit rien ?» Et c'est vécu comme quelque chose qui est pratiquement une deuxième peine pour les victimes. Donc, tout au long du procès, si on pouvait reconnaître pour la victime le droit à être informée bien plus que ce qui est prévu actuellement dans le Code de procédure pénale. Souvent, dans le cas par exemple du terrorisme, les juges d'instruction ont cette obligation tous les 6 mois de recevoir les parties civiles pour leur expliquer ce qu'on peut leur expliquer. Beaucoup de juges d'instruction le font alors qu'ils n'ont pas beaucoup le temps de le faire. Mais c'est pas assez automatique. Et y compris dans d'autres types de procès, la caractéristique, c'est que les victimes souffrent de l'opacité, souffrent de la lenteur. Et la lenteur et l'opacité favorisent l'espèce de sentiment de complot. Et donc la théorie du complot
Chez une victime, ça va très très vite, ça peut se développer très vite, d'autant que la presse relaie parfois des bruits qui sont totalement faux. Et donc ça rajoute de la souffrance. Donc premièrement, si on pouvait faire en sorte que les victimes soient mieux informées, tenues informées dans les limites du secret de l'instruction, oui bien sûr, mais qu'elles soient considérées et qu'elles soient reçues par une autorité judiciaire qui ait le pouvoir de les reconnaître, de leur parler, sans leur révéler de secret, mais de leur donner une place qui serait d'une nature un peu particulière, mais une place pendant le procès pour leur dire on vous respecte, on vous entend, on vous reconnaît, mais la justice est lente, mais voilà, soyez patients. Si l'autorité judiciaire pouvait le faire, ce serait déjà important. Moi, je le faisais en tant que ministre, mais évidemment, avec très peu d'informations, et heureusement, parce qu'il faut bien respecter la séparation des pouvoirs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est la question que vous vous posez sur la question de l'appel pour les victimes, la possibilité d'un appel de la décision qui a été prise en matière pénale, en matière de peine. C'est une question importante. L'une des pistes intéressantes pour mieux respecter les droits de la victime, ce serait par exemple qu'en matière d'appel, le parquet ait l'obligation d'expliquer pourquoi il refuse d'interjeter appel d'une décision qui, évidemment, ne fait pas justice aux yeux de la victime. Donc ça pourrait être intéressant de creuser cette piste-là, de voir de quelle façon le parquet pourrait être amené à faire la transparence sur son refus d'interjeter appel. Il faut que la justice, quand elle passe, réussisse à convaincre aussi les victimes que la décision prise est juste. Alors, la justice, ça n'est pas la vengeance. Et en même temps, il y a parfois des victimes qui se sentent oubliées et qui ont l'impression qu'elles ont été une deuxième fois violentées ou une deuxième fois punies par une décision de justice, et ça n'est pas acceptable. C'est toujours utile quand on a été victime d'une infraction grave, par exemple d'un viol, ou même quand on est victime d'un événement aussi grave qu'un attentat, de pouvoir être assisté par un avocat, parce que le moment de la plainte, le moment du dépôt de la plainte est un moment important. C'est le moment où vous pouvez être soit perturbé par ce que vous avez vécu et pas forcément relater les faits exactement comme il faut les présenter. Et c'est un moment où vous êtes en situation de faiblesse. Donc l'assistance d'un avocat est évidemment bienvenue et nécessaire. Maintenant, il ne faudrait pas que ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un avocat soient discriminés par rapport aux autres. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait pouvoir permettre à chacun d'avoir accès à un avocat, et dans l'hypothèse où il ne peut pas le financer, qu'il s'agisse évidemment d'une aide juridictionnelle ou de l'assistance par l'aide juridictionnelle. Ça posera donc des questions en termes de financement, mais j'y suis favorable, comme je l'ai été lorsque j'étais secrétaire d'État à l'aide aux victimes, et que j'ai souhaité permettre aux avocats d'assister les victimes d'attentats dans la phase transactionnelle devant le FGTI, où il me semble que cette assistance est essentielle. Et à l'heure actuelle, le régime juridique ne le permet pas, puisque comme on est en phase transactionnelle, l'aide juridictionnelle ne peut pas être saisie. Donc mon combat, ça a été de faciliter l'intervention d'un avocat, y compris pendant cette phase-là, et je souhaiterais évidemment que ce soit possible pour les autres infractions pénales graves. Je dirais que notre 5e République a besoin de contre-pouvoirs. Et comme le disait d'ailleurs Robert Badinter lui-même, on est dans un système, pour le président de la République, d'irresponsabilité politique, puisqu'il n'est jamais remis en cause, lui, devant les institutions. C'est ce qui fait aussi la force de la 5e République. C'est aussi ce qui a protégé la stabilité de notre démocratie. Néanmoins, aujourd'hui, on a besoin de contre-pouvoirs. On a besoin de mieux faire fonctionner la démocratie. Il faut une courroie de transmission beaucoup plus forte entre les électeurs et leurs représentants politiques. Donc, moi je m'engage pour les législatives, pour faire en sorte qu'il y ait un contre-pouvoir à l'Assemblée et qu'il y ait des députés qui ne soient pas uniquement des députés En Marche, mais aussi des députés qui ont leur sensibilité politique. La mienne est à gauche et je serai toujours loyale, fidèle à mes idées, parce que je pense que pour le bon fonctionnement de notre démocratie, il faut des personnalités différentes avec des idées différentes au sein de l'Assemblée nationale.